Bonjour à tous, bonjour Jean-François Lullier. Bonjour Mériadec. Jean-François Lullier, vous êtes, je devrais d'ailleurs vous appeler plutôt l'homme de Tripoli, pour reprendre l'excellent titre du récit, ou plutôt du journal de marche, j'ai un petit peu envie de l'appeler comme ça, que vous signez chez Mareuil Éditions. 360 pages qui nous plongent dans une période riche en événements, en mystères aussi. Je veux parler de la révolution en Libye, la révolution libyenne, au printemps 2011, à l'hiver et au printemps 2011. Vous racontez des événements, et c'est tout l'intérêt de ce livre aujourd'hui, dont les retombées continuent actuellement, 12 ans plus tard, à impacter la Libye, ce pays martyr, mais aussi l'ensemble du Sahel. J'en veux pour preuve d'ailleurs qu'à chaque fois que le président de la République se déplace auprès des chefs d'État de la région, on lui rappelle les conséquences de cette révolution libyenne sur l'environnement sécuritaire de la région, mais également il impacte l'Europe. On parle des problématiques d'immigration, vous en parlez dans votre livre, et même toujours la vie politico-judiciaire française, puisque en ce moment même, c'est le procès de l'affaire qu'on appelle du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, qui est en cours de jugement. 360 pages enfin qui racontent une tranche d'histoire, et c'est l'autre intérêt de ce livre, sous un angle que je qualifierais d'exceptionnel, d'inédit, d'exclusif. C'est celui de l'espion français que vous étiez en poste à Tripoli, Jean-François Lullier. Vous exerciez le métier qu'on appelle chef de poste de la Direction générale de la sécurité extérieure en Libye à l'époque. On y reviendra. Deux raisons pour lesquelles vous êtes avec nous pour environ 45 minutes pour parler à la fois de la Libye et aussi du métier exceptionnel, de ce métier que, selon la formule, un métier exercé par des seigneurs qui est un métier de voyou. C'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Que vous avez exercé pendant de très nombreuses années, avant d'avoir pris votre retraite il y a quelques semaines ou quelques mois déjà maintenant, moment où vous avez donc choisi d'écrire ce livre que vous avez dédié à vos petits-enfants. On y reviendra. Commençons, si vous le voulez bien, et entrons dans le vif du sujet. Par la fin du livre, vous écrivez une phrase que j'ai retenue. Je vous cite: « Jamais dans mon parcours professionnel au service de la défense de la France, je ne me suis autant investi qu'en Libye. » Jean-François Lullier, que faisiez-vous à Tripoli au début de l'année 2011 ? Et peut-être question subsidiaire, comment avez-vous atterri dans ce pays ? Alors, je suis effectivement, en 2011, je suis le représentant de la Direction générale de la sécurité extérieure française, la DGSE, en Libye. Je suis donc ce qu'on appelle également un officier traitant, c'est-à-dire un espion. L'espion de Sarko, je dis dans le... Oui, j'arrive dans le pays, en Libye, avec une grande pancarte dans le dos, c'est ce que j'écris dans le livre, espion de Sarko. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc, je suis l'espion de Sarko au sein de l'ambassade de Tripoli, en Libye. Et donc, je représente... j'ai deux missions, si vous voulez. Une mission secrète, clandestine, on va dire, qui est le recueil de renseignements dans toutes les sphères possibles sur la Libye, voilà, d'une part. Et d'autre part, j'ai une mission officielle. C'est pour ça que j'ai une pancarte dans le dos. C'est parce que, en fait, je suis en mission officielle, c'est-à-dire déclarée aux autorités locales libyennes, pour représenter le service et entretenir avec les Libyens des relations. On pourra détailler, si vous voulez, dans la suite de notre conversation. Maintenant que vous avez posé le cadre de vos activités à cette époque-là en Libye, venons-en au rappel des faits, et peut-être par cette date que vous rappelez dans votre livre, qui est une date clé dans cette histoire libyenne, le 20 février 2011. Nous sommes à Benghazi, la capitale de la Cyrénaïque, cette région qui est une région située entre les deux bords, les deux frontières est et ouest de la Libye. Benghazi, cette capitale de la Cyrénaïque, qui bascule dans le chaos dans la révolution le 20 février 2011. Que se passe-t-il ce 20 février et pourquoi, a posteriori, les historiens sont d'accord pour dire que là, tout s'est joué à ce moment-là, Jean-François Lullier ? Depuis quelques jours, 4-5 jours, la révolte gronde. Je n'aime pas, si vous permettez, Mériadec, je n'aime pas le mot révolution. Il n'y a pas de révolution en Libye. Ce sont des révoltes qui se sont agrégées. On va y revenir. On y reviendra. Donc, depuis quelques jours, mi-février, à l'appel
de dissidents libyens qui sont à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne. Les gens manifestent en Cyrénaïque assez fortement, et le 20 février est cité parce que c'est le jour où il y a les premiers morts en vérité. Et de nombreux morts sont à déplorer parce que les manifestations qui ont lieu depuis donc, ces 3-4 journées dégénèrent, et il y a de trop nombreux morts, et voilà. Et ensuite, ça passe à l'ouest, on va dire. On va y revenir. Je crois que la Cyrénaïque et cette capitale de la Cyrénaïque, Benghazi, est aussi connue, c'est ce que vous racontez dans votre livre, pour être un des fiefs des islamistes en Libye. Et vous dites, je crois, vous allez me confirmer ou m'affirmer, que si ce jour-là, la révolte, bascule, c'est parce que les islamistes ont armé les foules, ou en tout cas une partie de la foule, et que donc le sang commence à couler. Ça fait partie de cette... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les islamistes, comme vous les appelez, à juste raison, hein, sont la seule opposition à Kadhafi. On y reviendra aussi parce que c'est important, puisque finalement... Qui sont ceux qui vont fomenter la révolte. Voilà, qui vont être la cheville ouvrière. Mais il n'y a pas que, quand même. Il y a toute la population, c'est quand même soulevé, du coup. Hein. Mais effectivement, ce sont eux qui étaient un peu organisés, qui ont apporté les armes, qui ont pillé les premiers dépôts, et puis ensuite, la catastrophe est arrivée. Alors, ce 20 février, évidemment, là, vous comprenez, vous, vos équipes et j'imagine vos patrons à Paris, que les choses dégénèrent, mais ce n'est pas arrivé d'un seul coup. Il y avait quand même des signes avant-coureurs. Expliquez finalement au lecteur qui ne comprend pas, qui ne connaît pas cette histoire-là. Globalement, tous les experts ont été surpris par les printemps arabes. Nous avons été aussi surpris par cette révolte libyenne, pour ne pas employer le mot révolution. Mais expliquez-nous un petit peu comment les choses ont dégénéré sans finalement qu'on comprenne tout de suite l'ampleur de ce qui allait se passer. Vous le dites d'ailleurs très humblement dans votre livre, vous dites, je n'ai pas vu, je n'ai pas compris tout de suite ce qui se passait en Libye, et mes supérieurs non plus d'ailleurs, qui eux avaient, qui avaient un recul. Alors, il faut effectivement remettre dans le contexte, et vous avez bien fait de le rappeler, des printemps arabes. D'abord, il se passe les événements en Tunisie, la révolution du jasmin au mois de décembre 2010, donc c'est-à-dire quelques semaines avant que les événements arrivent en Libye. Également, fin décembre, début janvier, au Caire, où la population se soulève également. Sur la place Tahrir. Sur la place Tahrir. Ces deux pays, Tunisie et Égypte, étant voisins, la Libye étant insérée entre les deux. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que nous, en Libye, le pays est calme. Mais quand on voit les deux autres pays voisins se soulever, évidemment on devient attentif, on se dit qu'est-ce qui va se passer ici. Donc on a toutes les raisons de penser qu'on est attentif, prêt à percevoir le chaos qui c'est ça. Telle la tache d'huile. Mais on ne voit rien. Et pourquoi on ne voit rien ? Parce qu'il ne se passe pas grand-chose en vérité en Libye. Et pourquoi il ne se passe pas grand-chose ? Parce que la Libye, c'est un pays fermé, autoritaire, enfin un régime autoritaire, tout le monde est sous le boisseau, personne ne bouge, personne ne lève la tête. Hein. Kadhafi n'est pas n'est pas un démocrate, hein, ça saurait. Bon. Donc le pays est bien tenu, un pays un peu policier, un peu type Corée du Nord, j'aime bien la comparaison pour que les gens comprennent. Vous avez exercé votre métier en Corée du Nord ? Personnellement, non. En tout cas, je ne peux pas vous le dire. Non, c'est pas ma spécialité. Je suis plutôt, moi, spécialisé sur le monde arabe. Donc, les printemps arabes auraient dû nous permettre, nous ont permis d'être attentifs. Mais on ne voyait pas grand-chose venir. Je dis pas grand-chose parce que, début janvier, il y a eu quand même, donc juste au moment de la fin de la révolution du jasmin tunisienne, non, pas la fin, au milieu de la révolution du jasmin tunisienne, il y a eu des manifestations en Libye quand même. Mais des manifestations dont le sujet était les problèmes de logement. J'en parle un petit peu dans le livre. Donc des manifestations, j'allais dire, comme il y en avait déjà par le passé, bien que ce soit un régime autoritaire, Kadhafi a toujours laissé
un petit peu une certaine soupape de sécurité s'exprimer. Et donc, il y a eu quelques mouvements comme ça de manifestations sur les logements qui ont été, au bout de quelques jours, une dizaine de jours, calmés en achetant les gens, enfin comme ils font d'habitude entre bédouins, c'est-à-dire on achète les tribus, etc. On fait calmer parce qu'en fait c'est une question d'argent tout ça. Donc il y avait, vous le racontez d'ailleurs, il y avait de ci, de là, à Tripoli, à Benghazi, dans les villes principales, villes principales, il y avait régulièrement des manifestations. Paradoxalement, dans ce pays réputé sous cloche et verrouillé, fermement tenu par les autorités sécuritaires, il y avait quand même des manifestations. Mais finalement, vous n'avez pas, vous le professionnel du renseignement, vous n'avez pas tiré tout de suite les conclusions que ces manifestations pouvaient dégénérer finalement d'un seul coup. Tout le monde a été surpris en Libye, sur place ? Ah oui, tout le monde, absolument tout le monde. Tout le monde a été surpris. Et les manifestations, effectivement, on était juste très attentifs, effectivement, au déclic qui aurait pu embraser les choses, mais Kadhafi, dans un premier temps, pour régler ses problèmes de logement, a bien réglé le problème. Il a envoyé des émissaires en Cyrénaïque pour calmer les tribus. Non, il a bien fait le job, au sens kadhafien du terme, pour calmer les esprits. Et donc, les esprits se sont calmés, et la vie a repris. Fin janvier, même début février, la vie était calme et est redevenue normale. Et alors, a posteriori, pourquoi à Benghazi, ce 20 février, les choses ont dégénéré ? Alors, d'abord, il faut rappeler, la Cyrénaïque, c'est la partie orientale, l'est de la Libye, proche de l'Égypte, donc. Cette région du pays a toujours eu un caractère un petit peu, comment on appelle ça Indépendant. Oui, voilà, un peu révolutionnaire, on va dire. Ils s'opposent toujours un peu à Tripoli, qui est le centre du pays. Et ça de tout temps, même du temps du roi Idriss, qui précédait Kadhafi. La Cyrénaïque n'existe à la limite que par son opposition avec l'ouest tripolitain, on va dire. Ouais. Tout à l'heure, j'ai dit centrale, mais c'est plutôt la partie est. Oui, c'est la partie est, et donc un peu... d'où Kadhafi n'est pas originaire. Kadhafi est un homme de l'Ouest. Donc, si vous voulez, les tribus, quand même, tout ça, ces gens-là se regardent un petit peu. Donc, il est obligé de faire de payer les tribus pour acheter la paix sociale et la paix sécuritaire. Voilà. Et ça marchait très bien pendant 40 ans, d'ailleurs. Ou assez bien, on va dire. Donc il y avait un ferment d'émancipation. Il y a toujours eu un ferment d'émancipation depuis, j'allais dire des dizaines d'années. Ça se mesure peut-être même en siècles. Ouais. Mais ce que vous dites dans votre livre qui est très intéressant, c'est aussi que dès que la situation dégénère vraiment, parce qu'en fait ce que vous expliquez c'est qu'à partir de Benghazi, le feu va prendre dans toutes les grandes villes très rapidement ensuite. Et là vous dites... Paradoxalement, alors qu'on n'avait pas vu venir la révolte, on n'avait pas anticipé le changement de régime rapide, vous constatez, vous, avec vos yeux de professionnels de la sécurité et du renseignement sur place, que certains éléments exogènes, extérieurs au pays, tout de suite attisent le feu, attisent les braises, sèment des petits cailloux qui sont là pour exciter les foules, pour faire que le sang coule. Vous parlez notamment de toute la propagande d'influence venant des pays du Golfe. Racontez-nous un peu ça. Donc, paradoxalement, vous êtes sur place, une révolution qui démarre sans vraiment prévenir. Et en même temps, très vite, vous sentez, vous voyez, vous analysez, vous le professionnel, des éléments organisés, à l'évidence, qui sont là pour souffler les braises. Absolument, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Les choses ont basculé le 20 février, mais même quand on dit basculer, le pays n'est quand même pas à feu et à sang. Il y a Benghazi qui a effectivement payé cher ces révoltes, il y a eu très nombreux morts. Et puis un peu dans l'ouest, quelques villes. Mais par exemple, à Tripoli,
il y a eu, je crois, une nuit ou deux d'émeutes, et encore des petites émeutes. Vous savez, moi j'ai croisé personnellement une foule en colère qui a dégénéré parce que les policiers n'étaient pas là. C'était le soir, je me souviens, ça devait être le 20 février au soir ou le 21 février au soir. À Tripoli. À Tripoli, je faisais je faisais une petite ronde en ville. Et j'ai croisé une foule en colère, mais de gens qui étaient pas encore armés, qui étaient avec des bâtons, des pierres, et qui ont mis le feu à l'Assemblée nationale, enfin ce qu'ils appelaient le Parlement, qui ont mis le feu au ministère de l'Intérieur, vous voyez. Mais tout ça ne ressemblait pas à grand-chose. C'était pas coordonné. C'était pas coordonné encore, etc. Mais les éléments extérieurs, comme vous le dites, très bien, et la chaîne Al Jazeera rendait compte sur ces... La chaîne Al Jazeera, qui est la chaîne de télévision du Qatar. Du Qatar, de l'émir du Qatar. Voilà. Donc, rendez compte sur une chaîne d'information continue, donc sur ces antennes, continuellement montrait des images qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. C'est ce qu'on appelle de la désinformation. Et donc, ils ont soufflé effectivement sur les braises de cette façon-là. Ça, c'est clair. Vous m'avez même confié, quand nous sommes rencontrés la première fois, que cette chaîne annonçait des choses qui n'existaient pas. Par exemple, qu'il y a eu de nombreux morts, que les autorités avaient tiré sur la population à tel endroit. Et vous étiez évidemment bien placé pour aller vérifier les choses et rapidement expliquer que c'était faux. Oui, ils ont même parlé, je me souviens, d'interventions de l'aviation qui tirait sur la foule, ou d'hélicoptères. Tout ça était complètement faux. Revenons un petit peu sur... Mais tout ça a monté, excusez-moi, mais tout ça, effectivement, comme vous l'avez dit, a fait monter la mayonnaise et a conforté les quelques rébellions éparses dans leur idée de se révolter, du coup. Et à un moment donné, tous ces révoltés-là se sont coalisés ? Alors, non, ça n'a jamais été vraiment coalisé à cette époque-là, en tant que j'étais en Libye. D'ailleurs, ça a duré une dizaine de jours. Tout ce qu'on raconte là, c'est sur... une dizaine de jours. Donc c'était éparse, non coordonné, et ça a été maté par les forces de Kadhafi quand même, tout ça. D'accord. Alors on va ensuite comprendre pourquoi ça a dégénéré, puisque là vous dites qu'il y a une chose très intéressante, c'est que les forces de Kadhafi ont commencé par mater la révolte. C'est ensuite que ça a dégénéré, on va revenir après plus tard. Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière pour que vous expliquiez à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, comment finalement le chef de poste de la GSE travaillait. Vous aviez des contacts sécuritaires officiels à très haut niveau, mais vous aviez aussi, votre travail, je crois avoir compris, était aussi de nouer des contacts informels dans la société pour prendre la température, pour avoir des capteurs, comme on dit, et pour pouvoir ne pas dépendre de capteurs officiels. Racontez-nous un peu, finalement, la palette des capteurs que vous aviez, et malgré cette palette-là, disons-le encore, comme beaucoup d'experts, vous avez compris seulement au dernier moment que les choses allaient dégénérer. Il y a comment dire, vous avez parlé de capteur, c'est un mot qui est technique, que l'on utilise effectivement dans le métier. Donc, personnellement, je suis donc un espion et un officier traitant, et mon métier, c'est d'avoir des capteurs humains, parce qu'il y a aussi des capteurs opérationnels. Tout à fait, j'allais préciser humains. Bon. Ouais. Donc ce sont des capteurs humains qui, comme vous le dites très justement, sont répartis le plus possible, ça c'est notre travail, d'avoir des capteurs humains un petit peu dans toutes les couches de la société. Quand un pays affronte ce type de problème, d'émeutes ou de rébellion, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont pas les plus âgés qui se révoltent, ce sont souvent les populations jeunes. Il se trouvait que j'avais des contacts, notamment dans les universités, dans les milieux de la jeunesse. Personne ne bougeait. Personne ne parlait de manifestations. J'avais des capteurs dans les milieux... sans trahir de secret, Jean-François. J'avais cette fameuse... Sans trahir de secret, mais si, il faut trahir quelques secrets. J'avais cette fameuse source Jasmin. Qui est alors, Jasmin, que je présente dans le livre, qui est une source, qui est la source libyenne, l'agent, on appelle ça un agent chez nous. C'est pas un agent contractuel de l'État, c'est un agent de renseignement clandestin. C'est-à-dire quelqu'un qui, on va dire, trahit son pays.
Et cette source est extrêmement bien placée parce qu'elle est au niveau des cercles du pouvoir supérieur, donc kadhafien. Et donc, elle peut nous alerter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de ce qui est prévu dans l'avenir. C'est ça qu'on recherche, hein, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Et Jasmin, comme... Donc c'est votre source, c'est vous qui l'avez recruté? Non, c'est pas moi qui l'ai recruté, j'ai hérité de cette source quand je suis arrivé à Tripoli. D'accord. C'est mon prédécesseur qui a recruté cette source, qui était considérée comme la meilleure source libyenne que le service, la DGSE, n'ait jamais eu de tout temps. Donc moi j'étais très heureux déjà, même si c'est pas moi qui l'avais recruté, très heureux de participer au traitement d'une telle source parce que ça vous apporte des renseignements extrêmement importants pour notre pays. Et donc cette source, pareil que les autres, n'a rien vu venir. En fait, personne n'a rien vu venir. Et comme vous l'avez dit, bon, donc ça c'est l'aspect des sources clandestines, mais j'étais également au contact des officiels libyens. Ça faisait partie de mes missions. Et j'avais réussi, en quelques mois, avec l'aide de la boîte, hein, de la DGSE, donc, à nouer des contacts au plus haut niveau de l'État, puisque j'avais réussi à organiser des réunions avec le directeur général de la DGSE et Abdallah Senoussi, le beau-frère de Kadhafi, qui était monsieur sécurité du pays. Le numéro 2. On y reviendra. Le numéro 2, voilà. Et donc, ce monsieur-là, même chose, au début en tout cas, je commençais à le voir assez régulièrement, une certaine intimité, on va dire, s'était créée entre nous deux, donc il se confiait. Donc de professionnel à professionnel, là vous travaillez voilà, avec là officiellement, hein, voilà. En tant que voilà, eh bien ce monsieur-là au début n'a rien vu venir non plus au début, mais petit à petit. Bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous dites, en tout cas c'est l'analyse que vous en donnez, c'est que vous évidemment vous êtes l'homme de terrain, vous avez un regard qui est forcément limité, votre horizon est forcément limité géographiquement, intellectuellement, puisque vous êtes inséré sur le terrain, mais vous travaillez en permanence en coordination sous les ordres de votre centrale à Paris, chez qui évidemment, dans laquelle il y a des plateaux d'analystes, de gens brillants qui passent leur temps à analyser non seulement ce qui est écrit, ce qui sort sur la Libye, mais qui ont un regard global sur la région. Et eux non plus, Jean-François, n'ont pas vraiment compris, si je vous ai bien suivi, ce qui allait vraiment se passer. Non, je crois que c'était un constat général. Personne n'a rien vu venir, en vérité. Et pour aller plus loin, quel était... est-ce que, en vous lisant, on a le sentiment que la DGSE était très bien implantée en Libye, qu'elle avait en quelque sorte un accès assez... elle avait beaucoup investi sur ce pays, qu'elle était l'un des services les plus en pointe sur ce pays. C'est la réalité? C'est comme ça que la DGSE avait vraiment une place intéressante en Libye? Il me semble, sans forfanterie, que la DGSE avait réussi à prendre la place prééminente, si on compare les différents services occidentaux dans le pays. Oui, on avait justement cette excellente relation avec Abdallah Senoussi, qui était un homme clé, mais pas seulement, hein, on avait d'excellentes relations à d'autres niveaux, avec d'autres pontes de la sécurité, notamment en Libye. Mais oui, tout à fait. Pourquoi la DGSE avait particulièrement investi sur ce pays? Quel était l'intérêt pour elle stratégique d'investir en Libye? Merci, c'est une excellente question. Et l'intérêt premier, en vérité, c'était ma mission. Moi, je suis allé sur place pour développer avec les Libyens un partenariat, on va dire, de lutte contre le terrorisme. Parce qu'à l'époque, il y avait un groupe très connu qu'on appelle Al-Qaïda. Hein, vous vous souvenez, Al-Qaïda, et donc au Maghreb... Donc, la franchise d'Al-Qaïda au Maghreb... Voilà, ce qu'on appelle AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui commençait à être très actif, qui prenait des otages. On a eu plusieurs otages, plusieurs de nos ressortissants qui ont été capturés au Sahel. Au Nord-Mali. Voilà, au Nord-Mali, dans toute cette zone un peu de non-droit, on va dire. Et donc, dans cette mouvance terroriste, il y avait dans AQMI une katibat, c'est-à-dire une brigade, une partie de cette mouvance était libyenne.
comment dire, libyennes d'origine, je vous le donne en mille, de Cyrénaïque. De Cyrénaïque, de voilà, Benghazi. De Benghazi, c'est-à-dire de l'Est du pays. Tout est cohérent. Mais oui, tout est cohérent. Tout se tient. Et donc, cette brigade, ils étaient quand même assez nombreux, de Libyens au sein d'AQMI, qui est d'origine, l'AQMI est d'origine algérienne, il faut le rappeler pour nos téléspectateurs. Les Libyens en avaient peur. Parce que une bande armée qui a des moyens peut faire quand même... Et d'ailleurs, il y avait quelques attentats dans le sud du pays, notamment à Ghat. Mais le pays, une fois encore, la Libye était bien tenue. Donc, voilà. Et donc, moi, j'étais sur le terrain. J'ai été envoyé pour participer avec eux sur ce combat contre le terrorisme. Voilà. Et alors, c'est ce que vous racontez. L'idée de manœuvre de la DGSE, l'idée stratégique, c'était de miser sur notamment un homme, celui que vous avez cité, Albert Senoussi, pour en quelque sorte établir un partenariat professionnel, technique, pour pouvoir mieux combattre ou mieux anticiper la montée en puissance de ces hommes au Nord-Mali. C'était ça l'idée. Parce que cet homme-là, Senoussi, dites-nous un peu qui il est. Il est très connu en France, la justice le recherche, le poursuit. C'est un type qui a un pédigré très chargé. Oui, il faut reconnaître que ce n'est pas forcément un homme très fréquentable, du moins à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il avait été impliqué, et non seulement impliqué, mais accusé et, comment dire... il était soupçonné d'avoir participé... Non seulement soupçonné, mais il a été désigné comme coupable. Coupable, donc, du fameux attentat... Du fameux attentat de l'avion français du UTA sur le Ténéré en 1989, je crois. Fin de l'année. Il y a eu presque 170 morts, je crois. 170 morts, la moitié à peu près étaient français. Et donc, Senoussi était considéré comme l'homme qui aurait organisé cet attentat, et le juge Bruguière l'a inculpé. Voilà, il était inculpé mais les espions ne font pas de morale, les espions ne font pas de sentiments, c'est l'efficacité qui prime qui compte ? Oui, tout à fait. Alors, c'est là où on se différencie des policiers. Je l'explique un petit peu d'ailleurs dans le livre. Un mot sur cette... C'est la différence entre un policier qui travaille en France, par exemple, les policiers français travaillent sur les intérêts français, etc. Et effectivement, nous, les espions à l'étranger, on est, de ce point de vue, en dehors des lois locales. On essaye c'est notre travail, de travail clandestin. Et donc, on entretient... ce qui prime, c'est d'abord l'efficacité. Et comme la Libye avait renoncé au terrorisme à ce moment-là, à cette époque-là, il faut dire que Kadhafi était dans pleine politique de réconciliation. Voilà. L'Occident avait parié à nouveau sur lui. Voilà. La France lui avait ouvert ses portes, mais les Américains aussi. Tous les grandes puissances occidentales frappaient la porte de Kadhafi. Absolument, ils l'ont invité chez eux. Il est allé à Rome, il est allé à Bruxelles, il est allé, on s'en souvient, à Paris. Donc la Libye, effectivement, en 2011, redevenait fréquentable. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle on coopérait avec elle sur le terrorisme, ce qui était quand même très intéressant, vu leur passé. Crevons jusqu'au bout l'abcès Senoussi. Senoussi, quand il a été arrêté, je crois, c'est à ce moment-là qu'il a été un de ceux qui ont voulu accréditer l'idée que Kadhafi avait participé au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Vous qui avez été sur le terrain, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie ? Avez-vous vu... D'ailleurs, depuis que votre livre est sorti, avez-vous été interrogé par les juges français qui s'occupent de cette affaire ? Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas si... en ces termes, je ne sais pas si les juges sont intéressés. Non, ils ne m'ont pas interrogé. En revanche, ils ont interrogé, je crois, l'ambassadeur qui était à l'époque à Tripoli, M. Gouillette, l'ambassadeur de France à Tripoli. L'ambassadeur de France a été interrogé par les juges. Personnellement, je ne l'ai pas été. Et vous y croyez, vous ? Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain ? Est-ce que vous avez... Écoutez, moi je vais être honnête avec vous. C'est pour ça que vous êtes là, Jean-François. Aujourd'hui, vous dites toute la vérité. Absolument. et rien que la vérité. Non, pour être vous n'avez direct, aucune indice. Je n'ai alors j'ai mon avis personnel, mais ça n'intéresse que moi. Je n'ai rien vu
de tangible sur... Alors, des gens qui parlent, des rumeurs, oui, ça, il y en a, je peux vous... Mais moi, mon métier, la rumeur ne m'intéresse pas. Ouais, c'est la confirmation. Voilà. Nous, on recoupe les renseignements, si vous voulez. Parce qu'il est vrai aussi que l'un des intérêts de ce livre, c'est que vous éclairez pour la première fois du terrain un épisode dans lequel le rôle de la France a été très controversé politiquement, il l'est toujours, mais ce rôle de la France a aussi suscité un certain nombre de fantasmes, notamment que la France aurait délibérément ciblé et tué Kadhafi. Que faut-il en penser de cet élément, de cet épisode précis, Jean-François Lhuillier? Que justement, ça fait partie des rumeurs, vous savez, des thèses complotistes qui n'ont pas de... Qui n'ont pas de fondement. Qui sont sans fondement. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Vous qui étiez sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le terrain, ce qui s'est passé, donc, c'était la fin octobre 2011. Kadhafi était acculé, on va dire, donc dans ses derniers retranchements, et s'est retrouvé à Sirte, qui est son fief natal d'origine, avec son fils Moatassem, qui était chargé aussi de sa sécurité, plus son goum de sécurité personnelle. Ils étaient retranchés, cachés. Personne ne savait où il était à l'époque, à Sirte, et entouré, si vous voulez, d'une garde personnelle ou non, mais milice. Oui, bien sûr, de sa garde personnelle, il devait être une bonne centaine quand même, cachés par là, et les milices encerclaient la ville. Les milices contre Kadhafi. Les rebelles. Les rebelles, voilà, les milices rebelles de Misrata notamment. Tenaient toute la région. Et ce qui s'est passé, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus s'approvisionner, etc. Il fallait qu'ils partent. Et donc, un matin, subitement, ils ont pris leur convoi, et ils sont sortis de Sirte. Et à ce moment-là, l'OTAN, qui, depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, scrute tout ce qui se passe sur le terrain libyen, grâce au... Alors, j'aurais pu commencer par ça, c'est qu'en réalité, la France était leader d'une coalition anti-Kadhafi. En février ou en avril 2011, elle déclenche l'opération Harmattan, qui consiste en fait à aider les rebelles qui se trouvent aux prises avec l'armée libyenne. C'est ça. Voilà. Le 19 mars, les avions... Merci pour la date. Ouais. Les avions français bombardent les colonnes de Kadhafi. Les colonnes de Kadhafi. Parce que si on revient... c'est vrai qu'il faut reprendre le... Et on reprendra ensuite le fil de cet événement particulier. Si on revient sur ce fil, les Kadhafi étaient en train de mater les pôles, rébellions. Les rébellions. Voilà, les non coordonnées. Les différents pôles de rébellion non coordonnés, mais restait celui de Benghazi vers lequel il se dirigeait, enfin ses forces militaires se dirigeaient pour également mater cette rébellion, ce qu'il aurait réussi à faire. Sans l'intervention occidentale. Évidemment. Et sans doute, malheureusement, au prix de nombreux morts. Mais il aurait réussi. Voilà. Et alors donc, à ce moment-là, l'OTAN intervient. L'OTAN intervient Alors, est-ce que là, on peut parler du problème posé par l'ambiguïté de l'intervention françase? Eh bien, on continuera, on reprendra le fil ensuite. Parce que, comment vous avez analysé les choses? Eh bien, en vérité, ce qui se passe, c'est que, et notamment avec l'aide de Bernard-Henri Lévy, qui a fait tout un battage médiatique pour montrer au monde entier que le pauvre peuple de Benghazi allait être massacré par les militaires kadhafiens. Il fallait absolument les protéger. Et donc, on a envoyé les avions pour protéger ces populations. Sauf que, ça, c'est l'aspect visible. Sauf qu'en vérité, ce n'est pas les populations qui intéressaient nos dirigeants. Ce qui intéressait nos dirigeants, c'était de chasser Kadhafi du pouvoir. Et ça, personne ne nous l'a dit. Vous voyez, c'est ça l'ambiguïté que personnellement, que vous avez relevé en quand tant vous que étiez... citoyen, je reproche, je regrette qu'on ne nous dise jamais la vérité, qu'on nous cache la vérité. Alors, faire chuter Kadhafi. Voilà, faire chuter Kadhafi. Revenons à cette fameuse journée de octobre 2011 où vous expliquez que les capteurs de l'OTAN, cette fois, pas les vôtres, mais les capteurs de l'OTAN, détectent cette fameuse colonne un peu lourde, avec des 4x4 de luxe, et se disent... Et des voitures blindées qui et déboulent. se disent, il y a quelque chose. Voilà. Et
donc un convoi un peu nombreux, avec des grosses voitures, blindées, etc., qui déboule le matin très tôt de Sirte, où il se trouvait, vers le sud, à toute vitesse. Et quand l'OTAN voit ça sur ses écrans, il se dit, tiens, il y a au moins quelques responsables là-dedans. Ils n'ont pas forcément pensé à Kadhafi. Mais vu l'importance du truc, il y avait forcément des hommes importants. Donc, ils décident d'intervenir et ils envoient des avions bombarder ce convoi. Et donc le convoi s'éclate, etc. La voiture blindée de Kadhafi est stoppée, elle ne peut plus rouler. Kadhafi sort de là. Et son fils, dans une voiture à côté, même chose, est sorti, il est exécuté sur place quasiment. Kadhafi essaye de se... Bon, vous voyez, il est complètement perdu là. Hein. Les milices dont je parlais tout à l'heure se sont regroupées autour du convoi. Et Kadhafi est fait prisonnier, en fin de compte, par une marée humaine. De milices, donc de rebelles. De rebelles libyens, voilà, qui le maltraitent et qui finissent par le tuer. Et qui finissent assez rapidement, d'ailleurs, par le tuer. Voilà. Et malheureusement, je dirais, par souiller son cadavre et se livrer à des choses abjectes. Donc voilà comment a terminé Kadhafi, loin des rumeurs complotistes qu'on a pu lire, entendre et qui continuent toujours à circuler ici et là. Bien sûr. Pourquoi vous dites aujourd'hui, à la fin de votre livre, vous analysez le rôle de la France, mais pas que, hein, des Britanniques, le rôle donc des Occidentaux pour accélérer la chute de Kadhafi. Pourquoi aujourd'hui vous considérez que c'est une erreur stratégique, c'est une erreur géostratégique, c'est même une erreur politique? Et d'ailleurs, vous dites une chose très intéressante, c'est que la DGSE, avant le début de ces événements, avait présenté au pouvoir des analyses expliquant que la chute de Kadhafi pourrait être un danger plus grand que sa disparition pour l'ensemble de la zone, Jean-François L'Huillier. Alors, effectivement, avec le recul, c'est toujours plus facile de juger après, hein, c'est certain, mais n'empêche que la DGSE avait compris l'intérêt et c'était la raison de ma mission, comme on l'a dit tout à l'heure, de la Libye dans cette lutte contre le terrorisme et au-delà contre la montée des islamistes radicaux qui prenaient de plus en plus d'ampleur dans toute la région. Et Kadhafi avait un rôle clé. Et donc, on devait... la DGSE a agi de deux manières, à travers moi, sur le terrain, en direct, auprès des officiels libyens. Et effectivement, ça fonctionnait très bien, à tel point que le directeur général s'est déplacé à 2 reprises pour rencontrer les hautes autorités du pays. Avant la révolution libyenne. Avant la révolution. Et même quelques jours avant que la révolution, effectivement. Et donc, les choses étaient bien parties sur ce plan-là. Et la seconde partie de l'affaire que la DGSE développait, c'est aussi l'une des raisons du déplacement du directeur général, c'est que comme la DGSE avait une vision de ce problème, de cette expansion du terrorisme dans la région, il avait ce qu'il appelle le plan Sahel, qui consistait à aider tous les pays sahéliens voisins de la Libye, au sud, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, jusqu'au Tchad, les aider. À endiguer, en fait, ce phénomène. Leur donner les moyens, pour endiguer le phénomène. Et donc, vous voyez, la Libye était un chaînon clé de ce plan sahélien. Tout à fait. Oui. Et donc, le directeur général voulait impliquer la Libye, non seulement parce qu'elle a ce rôle clé dont vous parlez, mais aussi pour qu'elle comprenne justement qu'elle avait un rôle clé, et que tout ce que l'on faisait dans la bande sahélienne n'était pas dirigé contre elle, bien sûr. Voyez ? Et donc, tout ça a été mis à mal par cette intervention, en vérité. Qu'est-ce qui s'est produit ensuite ? Vous expliquez à la fin de votre livre que le Libyen Kadhafi avait finalement était un bénéfice parce qu'il
réguler aussi les problématiques, les flux d'immigration. Il avait cette capacité en fait à réguler en fait les miasmes du Sahel. Il pouvait agir sur l'expansion du terrorisme, il pouvait agir sur les flux d'immigration et ces populations qui voulaient rejoindre le Nord. Et vous dites qu'on n'a pas compris et on a perdu ensuite, on a eu ensuite les conséquences négatives de la disparition de Kadhafi. Vous dites que même que plusieurs États, selon les spécialistes, selon vous, selon les spécialistes, ont été directement déstabilisés par la chute de Kadhafi. C'est ce que vous dites? Les États sahéliens, vous voulez dire? Oui. Alors il y a deux choses. D'abord, sur un plan historique, c'est vrai que nos compatriotes en France, on ne se rend pas bien compte de la place de la Libye. C'est vrai. C'est plutôt une terre italienne, finalement. C'est plutôt une terre italienne. Que française, mais c'est ce que disent les Italiens. C'est ce qu'ont dit les Italiens, c'est qu'on a commis une faute majeure en Libye. Mais donc les Italiens qui avaient colonisé, je rappelle, la Libye. Mais l'influence française, c'est pour ça que les Italiens n'étaient pas d'accord avec les Français, parce que nous avions réussi à prendre la véritable mesure du pays et entretenir des liens vraiment étroits avec ses principaux dirigeants au moins sécuritaires. Donc la Libye, que nos compatriotes connaissent mal, est un pays important depuis, sur un plan géographique, c'est la voie naturelle à l'immigration du Sahel et même vers le nord. Vers le nord et vers l'Europe. Et donc, toutes les vagues d'immigration dont on parle aujourd'hui, de nombreuses passent par la Libye. Mais ça, c'est pas ces dernières années, ça date de... C'est historique. C'est historique. Et ça s'est perpétué. Et du temps de Kadhafi jouait de ça. C'est-à-dire que pour embêter les Européens, de temps en temps, il ouvrait les vannes, c'est-à-dire qu'il laissait passer les vagues d'immigration. Comme le Turc Erdogan aujourd'hui. Voilà. Ce qui, entre parenthèses, sur un plan local, est intéressant pour les Libyens, parce qu'ils en tiraient des bénéfices pécuniers très, très importants. Tout ça, c'est de l'argent. C'est triste à dire, malheureusement, les vies humaines ne comptent pas. Ils font pas ça par charité, c'est ça qu'ils font. Donc il en jouait, il fermait le verrou, il ouvrait le robinet, il fermait le robinet. Mais il contrôlait le robinet. Il contrôlait le robinet. Les Européens ont fini par comprendre qu'effectivement, il y avait un souci à ce niveau-là, et parce que Kadhafi... Et comme, on vient de le dire, Kadhafi s'était rapproché des Européens, il avait signé un accord avec les Européens. C'est-à-dire que les Européens finançaient, sur un programme de Bruxelles, finançaient la Libye pour stopper ces vagues migratoires. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Voilà. Jusqu'au moment où... Et ça a repris de plus belle dès que Kadhafi... Donc ça, c'est le premier point. C'est le point vers le nord. Mais il y a le problème vers le sud. C'est-à-dire, là, c'est un petit peu différent. Il s'agit d'une... Comment dire ? On parlait de vagues terroristes, mais qui sont en vérité des vagues d'islamistes radicaux vers le sud, qui sont... très nombreuses et qui déstabilisent toute la région du Sahel. D'accord. C'est passionnant. Il nous reste quelques instants. Ce que je vous propose, c'est que vous nous parliez un peu de votre métier, ce métier que vous qualifiez d'espion. C'est vous qui l'avez employé le terme tout à l'heure. Un métier à la fois passionnant, difficile, mais non scientifique. Jean-François Lhuillier. C'est-à-dire que, personnellement, je ne suis pas scientifique, oui, c'est vrai. Je suis plutôt littéraire de nature, on va dire, et de formation. Vous êtes officier de l'armée française, oui, Jean-François Lhuillier. Vous faites partie de ces personnels militaires qui avaient choisi, choix réciproque d'ailleurs, de servir votre pays différemment que sous l'uniforme. Expliquez-nous quelle est la difficulté ou l'essence de ce métier et revenez un petit peu sur votre parcours, comment vous êtes arrivé à servir, à rentrer dans la DGSE. Alors tout ça est expliqué dans le livre, effectivement, mais alors, en résumé, je dirais que mes premiers pas d'officier, ou presque, je les ai effectués au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine, à Bayonne. Donc le premier PIMA, qui est aujourd'hui un régiment des forces spéciales. Qui est aujourd'hui, mais à l'époque ça n'existait pas. C'était à l'époque le régiment qui, en vérité, quand j'y suis rentré, était utilisé comme le bras armé du SDEC,
qu'est-ce que c'est que le SDEC? C'est l'ancêtre de la DGSE. Donc, à l'époque, fin des années 70, début des années 80, le premier PEIMA, c'était, si vous voulez, ce qu'est Perpignan aujourd'hui. Vous voyez, les forces de Perpignan. Voilà. Alors, qui sont une des branches du service action de la DGSE de la DGSE actuelle. Voilà. Donc, j'étais à Bayonne comme lieutenant. Quand je suis arrivé lieutenant, j'ai fait plusieurs années à Bayonne. Et un jour, on nous dit « Ah, le premier PEIMA va revenir dans le giron des armées, donc sortir du SDEC. Donc, vous avez le choix, messieurs les officiers. » Et ils nous ont envoyé un petit courrier en nous disant « Soit vous restez à Bayonne, vous réintégrez les armées normales, soit vous êtes muté au service action. » Et moi, j'ai fait le choix de Bayonne. J'y étais bien, ma famille commençait à se développer. On avait des missions intéressantes. Et même si on n'était plus au sein du service action de la DGSE, du SDEC à l'époque, on continuait effectivement. Et donc, vous êtes passé du service action, entre guillemets, du SDEC au métier d'officier traitant, qui n'est pas le même. Non, qui n'est pas le même, en fin de compte. Et alors donc, moi, je suis resté à Bayonne dans un certain temps. Et ensuite, si vous voulez, j'ai été pris par l'envie de rejoindre le service pour lutter contre le fléau du moment, de ces années 80, qui était le terrorisme. Terrorisme d'État à l'époque. Oui, d'État à l'époque, et ça explosait partout, on peut dire les choses. Hein. Et c'était vraiment préoccupant. Et j'avais été notamment frappé par l'attentat de Beyrouth, où de nombreux parachutistes Alors français, en 1983, en octobre 1983, c'est le fameux attentat du Drakkar, voilà. Où de mémoire, je crois, une cinquantaine de parachutistes français ont perdu la vie. Ouais. Et, mais bon, malheureusement, il n'y a pas eu que, il y a eu plein de... J'étais obsédé par ce terrorisme et je voulais participer. Apporter votre pierre à l'édifice. Et donc j'ai réintégré la DGSE à l'époque. Pour faire de l'antiterrorisme. Pour faire de l'antiterrorisme. Ouais. Sauf que l'antiterrorisme, à la DGSE, finalement, n'était pas faite par l'ESA. Donc, je ne suis pas rentré au service action, mais je suis rentré au service de contre-espionnage qui chapeautait le... Et alors, rapidement, du service de contre-espionnage, vous êtes passé à la direction du renseignement. Le service de contre-espionnage appartient à la direction du renseignement. D'accord. Et donc, j'ai servi en vérité toute ma vie dans la direction du renseignement. Pourquoi vous le dites à travers ces lignes, qu'un militaire, officier traitant, chef de poste à la DGSE a... comment dirais-je, des qualités, une forme d'esprit, des qualités particulières que n'ont pas les civils, souvent, qui servent à la DGSE dans ces opérations-là. Vous dites, c'est un métier particulier pour les militaires, et il faut d'ailleurs, vous dites clairement, ce serait bien que les militaires à la DGSE continuent à servir dans ce type de poste. Ça peut éviter un certain nombre de comment dirais-je, alors, risques. Je ne dirais... alors. Comment vous dites les choses? Vous abordez cette problématique lancinante qu'on entend tout le temps sur la place des militaires à la DGSE. En ce moment, j'ai entendu dire que les sénateurs s'intéressaient à ce sujet, de ce qu'on appelle la démilitarisation du service. Mais les qualités des civils... Alors, je voudrais rappeler une chose, c'est que la DGSE a cette caractéristique de mixer militaires et civils en son sein. Donc, et c'est une qualité selon moi. On ne peut pas, et d'ailleurs vous verrez, vous avez vu dans ce livre, je n'oppose jamais les uns aux autres. On est complémentaires, et c'est très bien qu'on le soit, et ça marche plutôt bien. Mais sur le terrain... Alors, et je voudrais aussi préciser que les militaires, ce sont des civils en uniforme, on est d'accord. Donc, les civils n'ont pas moins de qualités que les militaires, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Les civils ont beaucoup de qualités qui sont les mêmes que les militaires, en fin de compte. Mais qu'est-ce qu'ont les militaires de plus ou qu'est-ce qu'ont les civils de plus? Les militaires ont acquis. Les militaires qui arrivent au service sont des gens qui, en général, ont une bonne quinzaine d'années de service derrière eux, ont déjà commandé des unités de combat, ont déjà connu le feu ennemi, ont déjà évolué dans des situations de crise gravissimes. Donc, ce sont des gens aguerris. Et en plus de cette caractéristique, ils ont un esprit.
ce qu'on appelle l'esprit militaire. Ce que le général de Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées, valorisait. Il disait, nous, dans les armées, nous avons ce qu'on appelle la maîtrise des comportements par l'esprit militaire, c'est-à-dire le développement de la confiance, de la loyauté, de toutes ces qualités qui font un groupe uni qui tire tous dans le même sens. Et ça, ces qualités-là, les civils ne les ont pas parce qu'ils n'ont pas cette formation. Ils l'acquéreraient s'ils avaient cette formation. Donc, en se séparant des militaires, la démilitarisation est, selon moi, c'est mon opinion personnelle, tout le monde n'est pas obligé de la partager. Selon moi, c'est une erreur. D'abord, c'est une erreur parce que ça a été fait pour des raisons idéologiques et sectaires. Cette évolution vers davantage de civils que de militaires, vous pensez que c'est une erreur Oui, pour des raisons. Voilà. C'est une erreur parce qu'on a retiré l'ossature hiérarchique de la boîte pour la remplacer par des civils. Et donc l'esprit militaire s'est délité. Voilà. Vive l'esprit militaire chez les espions. Pour terminer, Jean-François L'Huillier, quel est votre meilleur souvenir d'officier traitant et avez-vous un jour frôlé le danger? Avez-vous un jour été, votre vie a-t-elle un jour été mise en danger? Alors, dans l'ordre, mon meilleur souvenir, j'allais dire, ils sont nombreux. Il y en a. C'est simple, c'est toute ma vie à la DGSE est un meilleur souvenir. Et ceux que je relate dans le livre font partie de cela. C'est des moments exceptionnels. Et le jour où votre vie a été mise en danger, est-ce que d'ailleurs ça a été le cas? Oui, et j'allais dire à de très nombreuses reprises, évidemment, notamment quand on est amené à évoluer en zone trouble, comme ça l'était notamment à Tripoli avec toutes les milices, etc. Mais on ne pense pas au danger, vous savez. On est dans notre mission et on ne pense pas au danger pour soi-même. En commençant cet entretien, en présentant votre livre, j'ai dit que vous l'aviez écrit d'abord pour vos petits-enfants. Dernière question, s'ils vous posent la question quand ils seront peut-être un peu plus âgés, est-ce que vous les inciterez à marcher sur vos traces, Jean-François L'Huillier? Écoutez, moi j'incite en tout cas la jeunesse à y réfléchir. Et vous savez, j'ai rencontré, je vous l'ai dit tout à l'heure, hors antenne, de nombreux jeunes, notamment dans un amphithéâtre, des jeunes qui sont formés au master sécurité. Et bien, je peux vous dire que ces jeunes-là ont entendu la présentation de mon livre. À la fin, se sont levés pour applaudir, une standing ovation naturelle. Vous voyez, ça s'est fait, mais naturellement, c'était très émouvant. Pourquoi? Mais parce que c'est des choses qui touchent les jeunes. Mais seulement, il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir... Il faut avoir des témoins comme vous, Jean-François L'Huillier, qui avaient eu le courage, en quelque sorte, de prendre la plume pour écrire sur votre passé, sans trahir de secret. Vous tenez quand même à le dire. Oui, bien sûr. Vous êtes donc l'auteur de L'Homme de Tripoli, mémoire d'un agent secret, le récit d'un chef de poste de la DGSE. Vous pourrez aussi retrouver notre entretien avec Jean-François L'Huillier dans les pages mondes du numéro de Valeurs Actuelles qui sort en kiosque ce jeudi. Merci beaucoup. Merci Mériadec.